Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et elle est décisive. Quelques jours plus tard, Philippe Maubrey va livrer donc le château de Stirling, et Berwick mis à part pour quelque temps encore, Robert Bruce, Robert donc Ier d'Écosse, règne alors sans conteste sur la totalité de son pays. Le nom de Bannockburn est demeuré jusqu'à nos jours le symbole de la fierté et de l'indépendance écossaise. Après Bannockburn, pour la première fois depuis l'invasion d'Édouard Ier en 1296, il n'y a plus de présence anglaise en Écosse. Robert Ier peut enfin se consacrer à la reconstruction du pays ruiné par 20 ans de guerre civile ou guerre étrangère. Un problème d'ailleurs doit être réglé en priorité, celui de la succession à la couronne, parce que Robert Ier en 1314 n'a qu'une fille, Marjorie, et un frère en vie, Édouard. Alors, un parlement, réuni à Ayr en avril 1315, décide qu'en cas de décès du roi, Édouard, donc son frère, lui succéderait, et si celui-ci décédait également sans enfant, Marjorie donc monterait sur le trône. Parce que, évidemment, avec les prisonniers de Bannockburn, Robert a enfin pu faire un échange et retrouver sa femme, sa fille et ses sœurs. La malheureuse comtesse de Borun, elle, va finir sa vie dans un monastère peu de temps après. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec elle. Elle est restée très marquée, on peut l'imaginer, par ce qui s'est passé. Peu après, Marjorie va épouser Walter Stewart, le fidèle compagnon de Robert depuis le début de son règne. Et ce mariage est à terme l'origine de l'accession des Stewart au trône, puisqu'ils s'appelleront plus tard les Stuart. C'est pour ça que cette émission est géniale, parce qu'elle a énormément de ramifications un peu partout, c'est important. Malgré la défaite subie à Bannockburn, Édouard II se refuse toujours à reconnaître Robert comme roi d'Écosse. En Angleterre même, il est à nouveau en butte à l'opposition de plus en plus violente, cette fois de toute une partie de sa noblesse, et tout recul lui est interdit, évidemment, sous peine de tout perdre. Mais Robert Ier va en profiter, la nature a horreur du vide, vous savez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça. Il en profite donc pour multiplier les raids en Cumberland, en Westmoreland, en Northumberland et même jusqu'à Durham et à York, où l'arrivée des pillards écossais va devenir dans les années 1315-1320 une plaie si fréquente que les habitants prennent l'habitude de payer aux envahisseurs des rançons régulières pour se protéger. Ça, c'est vieux comme le monde. Le butin qui est récolté au cours de toutes ces expéditions constitue pour l'économie écossaise un apport évidemment qui n'est pas négligeable. Berwick, la dernière ville écossaise encore aux mains des Anglais, après Stirling, tombe à son tour en 1318. Et là, la prospérité économique du royaume s'en trouve notablement dynamisée. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même en ce temps-là. Un malheureux épisode a failli tout remettre en question. Édouard Bruce, le frère, l'héritier du trône, est un personnage complexe, agité, ambitieux, impulsif. Valeureux guerrier, c'est vrai, mais il est aussi tout ça. Et il répond à l'appel, peut-être qu'il s'ennuie, il répond à l'appel de quelques chefs irlandais qui supportent mal, eux aussi, la domination anglaise et qui aimeraient bien bouger à leur tour. Alors il débarque en Ulster en 1315 avec 6000 Écossais qui sont avides de terre et avides de puissance. Et au début, il va remporter des succès, il va même se faire couronner roi d'Irlande. Son frère Robert le rejoint au même moment et entre avec lui à Dublin et à Limerick. Et là, on se dit, c'est formidable, un empire irlando-écossais est en train de s'établir face au royaume d'Angleterre. Sauf que, il ne faut pas croire, Édouard II n'est pas affaibli à ce point-là, au point de ne pas pouvoir réagir, parce qu'en 1318, le roi d'Irlande est battu. Et il est tué au combat, son corps écartelé, ses compagnons exécutés ou emmenés prisonniers en Angleterre. Là, la mort d'Édouard Bruce pose à nouveau le problème de la succession. C'est vrai que Marjorie a donné le jour à un fils, Robert Stewart, le futur Robert II, mais celui-ci n'a qu'un an. Le Parlement, réuni à Scone, décide alors qu'en cas de décès du roi, l'enfant Stewart régnerait sous la régence du comte de Moray, Thomas Randolph, l'un des plus anciens et valeureux compagnons du roi Robert. Tout, à part l'échec de l'absurde expédition irlandaise, on va dire ça comme ça, semble quand même favoriser le roi Robert Ier. Pourtant, là encore, un obstacle va se révéler d'un côté où personne ne l'attend finalement. Le pape Jean XXII
qui est un Français, établi en Avignon, sensible à la propagande anglaise, désireux d'aider Édouard II, va envoyer une bulle qu'on peut dire très hostile à Robert Bruce, qui agit, je cite, qui agit en roi d'Écosse, et l'invite à cesser toute hostilité contre le roi d'Angleterre sous peine d'excommunication majeure. Et 2 légats pontificaux sont envoyés avec la missive pour signifier la sentence à Robert. Sauf que lui refuse de les recevoir tant qu'on ne lui donnerait pas son titre royal. Mieux même, il va interdire au clergé écossais d'envoyer de l'argent en Avignon. Le blocage, on le voit, est complet. Or, malgré le soutien spirituel du pape, Édouard II est à bout de force. Au printemps 1320, il consent enfin à une trêve avec Robert, sans toutefois toujours le reconnaître comme roi d'Écosse. Et là, on se dit, l'interminable conflit est en voie de règlement. Et c'est alors que les nobles écossais, qui en ont un peu marre, sont irrités par l'immixtion partiale du pape, se réunissent à l'abbaye d'Arbroath au début d'avril 1320. Ils vont apposer leur sceau à un document mémorable en fait, une lettre adressée au pontife, qui est restée dans l'histoire sous le nom de Déclaration d'Arbroath, qui a une importance énorme. C'est un des textes classiques de l'histoire écossaise, mais également, je dirais, de l'histoire du monde, de l'Occident, rédigée dans un latin parfait, pardon. Elle commence par un exposé historique, alors là, hautement fantaisiste, selon la coutume médiévale, sur les origines du peuple écossais qui remonterait aux plaines chiites et aux plateaux espagnols, en insistant sur le fait que jamais ce peuple n'a connu la servitude ni la soumission. Puis, passant, si j'ose dire, aux choses sérieuses, le document relate les attaques injustes du roi d'Angleterre contre un peuple libre et les efforts faits par Robert, nouveau Maccabée ou Josué, élu roi, je cite, conformément aux coutumes du pays pour chasser l'ennemi. Dès qu'on connaît un peu l'histoire, c'est facile, et le pape Jean XXII a tous les éléments en main, de mettre en lumière les inexactitudes puis les oublis, on va dire volontaires, de la déclaration. Il n'est question ni de Jean Balliol, ni de William Wallace, ni des nombreux serments de fidélité qui sont prêtés à Édouard Ier, la féodalité c'est important à cette époque-là évidemment, ni des décisions prises à plusieurs reprises par les États d'Écosse, reconnaissant le roi anglais comme, je cite, seigneur supérieur du royaume. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui fait du document d'Arbroath un texte remarquable, c'est son affirmation véhémente du droit à l'indépendance et son refus de toute servitude avec des accents presque démocratiques qui sonnent étrangement modernes à nos oreilles. Écoutez plutôt. Je vous le fais en français évidemment. Aussi longtemps qu'il restera 100 hommes vivants dans ce pays, nous ne céderons jamais au joug de la domination anglaise, car ce n'est pas pour la gloire, la richesse ou les honneurs que nous combattons, mais pour la liberté, à laquelle aucun homme digne de ce nom ne renonce qu'avec sa vie. Si notre roi consentait un jour à livrer son royaume au roi d'Angleterre, nous le chasserions comme notre ennemi et nous élirions un autre roi pour nous défendre. Les historiens ont remarqué que ce sont là des phrases qui ont une valeur universelle et font de la déclaration de 1320 l'un des textes dignes de figurer dans une anthologie qui existerait des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. En terminant, les signataires du document, il y a quand même 8 comtes et 31 barons, supplient humblement le pape de considérer, je cite, d'un œil paternel les malheurs de ses enfants d'Écosse et d'ordonner au roi d'Angleterre de laisser en paix, je cite encore, ce pauvre petit pays au-delà duquel il n'y a plus de lieux habités. Et bien entendu que Jean XXII fait la sourde oreille à ce document. De son côté, Édouard II reste toujours intraitable. Il dénonce sans relâche les ravages provoqués par les Écossais en Cumberland et Northumberland et il refuse de traiter tant que ces incursions continuent. Seulement voilà. En Angleterre même, la lassitude gagne du terrain. Le comte de Lancastre, cousin du roi, entre en correspondance secrète avec James Douglas, sauf qu'il est trahi, il est découvert, il est condamné à mort pour trahison. Bonjour l'ambiance. Édouard est alors poussé par son nouveau protégé, Despenser, ennemi acharné des Écossais, et il tente alors une invasion, une dernière invasion, avec une flotte qu'il fait débarquer dans le Firth of Forth sans succès. Au contraire même, c'est Robert qui reprend l'offensive et qui s'enfonce en Angleterre jusqu'à York, où il est même à 2 doigts de faire prisonnière la reine Isabelle. Là, une trêve est conclue en mai 1323. Pour la première fois, Édouard accepte enfin de donner le titre de roi
à son rival écossais. Le pape va suivre peu après, et le roi de France, Charles IV, signe avec Robert le traité de Corbeil qui, plus que celui de 1295 dont j'ai déjà parlé, mérite vraiment d'être considéré comme le véritable acte fondateur de la vieille alliance franco-écossaise. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.